La conversation avait commencé assez innocemment lors du dîner du dimanche. Comme ces rassemblements familiaux commençaient toujours avant de déraper en compétition subtile. Et en critique à peine voilée. Sarah avait passé les 20 premières minutes à exhiber des photos de son dernier projet. D'amélioration de la maison. Une rénovation de cuisine qui comprenait des plans de travail en marbre. Des armoires sur mesure et un dosseret qu'elle planifiait depuis des mois. C'est incroyable ce que la propriété permet de faire. Avait-elle dit en faisant défiler les photos sur son téléphone pour montrer encore un autre angle. Des surfaces en granit immaculé. L'équité ne cesse de s'accumuler mois après mois. Contrairement à certaines personnes qui jettent leur argent par les fenêtres en payant un loyer tous. Les mois sans rien avoir en retour. Maman fit passer les pommes de terre et hocha la tête avec approbation. Son visage s'illuminant de fierté maternelle. Sarah a toujours été la plus intelligente en matière d'argent. Très pratique pour les investissements à long terme et la construction de richesses. Elle anticipe. Je continuais à manger mon dîner en silence. Habitué à ces pics subtils sur mes prétendues lacunes financières. Pour la famille, j'étais la sous-performante. Celle qui travaillait dans ce qu'il pensait être une petite entreprise de conseil. Conduisait une modeste Honda Civic âgée de 3 ans et vivait dans ce qu'il croyait être un appartement en location dans un quartier moins prestigieux de la ville. En parlant de loyer. Intervint papa en coupant son steak avec plus de force que nécessaire. Peut-être est-il temps que tu commences à réfléchir sérieusement à ton avenir. Emma. Tu ne peux pas louer éternellement comme une étudiante. À 29 ans. La plupart des personnes qui réussissent construisent de l'équité et investissent dans l'immobilier. Au lieu de payer l'hypothèque de quelqu'un d'autre mois après mois. Sarah se cala dans sa chaise avec un sourire satisfait. Savourant clairement sa position de sœur financièrement réussie. Je veux dire? Je comprends tout à fait. Tout le monde n'a pas le score de crédit ou l'apport nécessaire pour devenir propriétaire. Les exigences sont assez élevées de nos jours. Mais il existe des programmes pour les premiers acheteurs, tu sais? Même pour les personnes dans ta situation particulière. Le condescendant suintait de chaque mot soigneusement choisi. Sarah s'était toujours positionnée comme la sœur accomplie. Celle qui avait cartographié et exécuté parfaitement toute sa vie. Elle avait obtenu son diplôme d'école de commerce avec mention. Décroché un poste prestigieux en marketing dans une grande entreprise pharmaceutique et acheté sa première maison à 26 ans grâce à ce qu'elle prétendait être une planification financière minutieuse. Et une épargne disciplinée. Pendant ce temps, j'étais juste Emma, la discrète qui se tenait à l'écart. Ne semblait jamais réussir grand-chose professionnellement et paraissait satisfaite d'un mode de vie. Modeste qui criait, sous-performante, à quiconque y prêtait attention. Le marché immobilier est incroyablement compétitif en ce moment. Ajouta oncle Robert de l'autre côté de la table. Toujours prêt à en rajouter lorsque la famille discutait de mes divers défauts. Il faut un revenu substantiel. Un crédit parfait et un apport important. Ce n'est définitivement pas pour tout le monde. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour ce niveau de responsabilité financière. Je hochai poliment la tête et pris une autre bouchée de haricots verts. Ma réponse standard à ces évaluations hebdomadaires de mes choix de vie. Vous avez probablement tous raison là-dessus. Ne vous méprenez pas, continua Sarah. Savourant manifestement les projecteurs et l'occasion de montrer sa compréhension supérieure des finances personnelles. Il n'y a absolument rien de mal à louer. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour les responsabilités qui accompagnent la propriété. L'entretien constant. Les taxes foncières, les primes d'assurance. Les frais de copropriété, c'est beaucoup à gérer et cela requiert un certain niveau de sophistication financière. Maman tendit la main et tapota la mienne avec sympathie. Son expression mêlant inquiétude et déception. Peut-être pourrais-tu commencer petit, ma chérie. Un petit condo ou une maison de ville. Quelque chose de gérable. Progresser graduellement. Si elle peut même qualifier pour une hypothèque, marmonna papa,
pas tout à fait dans sa barbe. Mais assez fort pour que tout le monde entende. Le dîner familial se poursuivit pendant 1 heure et demie supplémentaire avec d'autres histoires. Détaillées sur les améliorations de la maison de Sarah. Sa récente promotion au poste de directrice marketing senior et son ambitieux plan sur 5 ans pour passer à une maison encore plus grande en banlieue avec un garage pour 3 voitures et une piscine. J'écoutais en silence, hochant occasionnellement la tête quand quelqu'un s'adressait directement à moi. Maintenant le rôle que je jouais depuis des années. Alors que nous débarrassions la table et préparions le dessert, Sarah me coinça dans la cuisine pendant que les autres passaient au salon. J'espère que tu ne prends pas trop personnellement ce que papa a dit. Il veut juste te voir réussir et construire quelque chose de significatif. Nous le voulons tous, vraiment. Je sais, répondis-je méthodiquement en rinçant les assiettes et en les chargeant dans le lave-vaisselle. Si tu veux un jour des conseils pour obtenir une préapprobation pour une hypothèque ou pour contacter un bon agent immobilier, je suis tout à fait heureuse de t'aider. Je connais cette femme incroyable qui se spécialise dans l'aide aux premiers acheteurs. Surtout ceux qui ont des budgets plus limités. Elle est très patiente et compréhensive face aux différentes situations financières. Je souris et la remerciai pour cette offre généreuse. Maintenant la façade qui était devenue une seconde nature au fil des années. Le trajet de retour me donna le temps de réfléchir à la conversation de la soirée et au schéma familier qui avait émergé. Ce n'était pas un territoire nouveau. Ces dîners familiaux suivaient le même scénario de base depuis des années. Sarah exhibait sa dernière réussite ou acquisition. La famille louait son acuité financière et son approche prospective de la construction de richesses. Et je restais assise en silence pendant qu'ils discutaient de mon manque apparent d'ambition et de mes choix de vie discutables. Ce qu'ils ne savaient pas, ce dont aucun d'eux n'avait la moindre idée, c'était que je payais l'hypothèque de Sarah depuis les 2 dernières années. Cela avait commencé de manière petite et anodine, comme ces choses le font souvent. Sarah m'avait appelé en larmes environ 18 mois après avoir acheté sa maison, expliquant à travers ses sanglots que son emploi en marketing n'était pas aussi stable qu'elle l'avait initialement cru. L'entreprise pharmaceutique traversait une restructuration majeure. Tout son département était supprimé et elle faisait face à un intervalle de 3 mois sans emploi, pendant qu'elle cherchait un nouveau poste. Je ne sais pas ce que je vais faire, Emma, avait-elle sangloté au téléphone, sa voix se brisant de désespoir. Le paiement de l'hypothèque est de $3,200 par mois. Et j'ai seulement assez d'économies pour couvrir peut-être 6 semaines. Peut-être 8 si je m'étire vraiment. Je ne peux pas perdre cette maison. Pas après tout ce que j'ai traversé pour l'obtenir, tous les sacrifices et la planification. Elle m'avait supplié de ne pas parler de sa situation à la famille. Son image soigneusement construite de sœur réussie était tout pour elle. Le fondement de son identité dans la dynamique familiale. L'idée que papa ou maman sache qu'elle ne pouvait pas se permettre ses paiements d'hypothèque lui était absolument insupportable. Alors, j'ai aidé. Initialement, je voyais cela comme une solution temporaire à une crise à court terme. J'ai mis en place un virement automatique mensuel de mon compte professionnel vers le sien, couvrant ses $3,200 d'hypothèque pendant qu'elle se concentrait sur la recherche d'un nouvel emploi. Cela devait être un arrangement bref. Juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied et puisse reprendre les paiements normaux. Mais ensuite elle a trouvé un nouvel emploi qui payait nettement moins que son poste précédent. Le rôle marketing dans une plus petite entreprise de biotechnologie offrait une meilleure stabilité et un potentiel de croissance à long terme. Mais il s'accompagnait d'une réduction substantielle de $30,000 par an qui rendait ses paiements d'hypothèque complètement ingérables avec son nouveau salaire. Elle garda la maison en continuant d'accepter mes paiements mensuels, qu'elle présentait désormais comme un prêt temporaire qu'elle rembourserait définitivement une fois sa situation financière améliorée et qu'elle obtienne une promotion ou un poste mieux payé ailleurs. Cela faisait plus d'1 an et les paiements avaient continué chaque mois sans interruption. L'ironie de la situation ne m'échappait pas.
pendant que Sarah donnait des leçons sur la construction d'équité et les avantages à long terme de la propriété, je finançais littéralement sa version du rêve américain. Chaque mois, je virais $3200 pour la maintenir à flot financièrement. Pendant qu'elle se délectait de l'admiration de la famille pour sa prétendue réussite financière et ses capacités de planification. L'entreprise de conseil pour laquelle je travaillais soi-disant était en réalité une couverture pour ma vraie entreprise. Une société de gestion immobilière que j'avais bâtie à partir de zéro au cours des 5 dernières années. Je possédais 17 propriétés locatives dispersées dans la ville, générant suffisamment de revenus passifs pour que je puisse subventionner le mode de vie de ma sœur, sans affecter significativement ma propre stabilité financière ou mes plans d'investissement à long terme. Mais expliquer cette réalité aurait nécessité de révéler tout le réseau de mensonges et d'hypothèses qui était devenu le fondement de notre dynamique familiale. Sarah ne pouvait pas admettre qu'elle avait des difficultés financières sans détruire son image soigneusement entretenue. Et j'en avais assez d'essayer de me prouver à des gens qui avaient déjà décidé que j'étais là. Déception de la famille. Le lundi matin apporta ma routine habituelle de révision des rapports de revenus locatifs et des calendriers d'entretien. Je vérifiai l'email de nuit de ma gestionnaire de propriété, Janet, qui gérait la plupart des opérations quotidiennes pendant que je me concentrais sur les acquisitions et la planification stratégique. Mes 17 propriétés se portaient bien avec des taux d'occupation supérieurs à 95% et des revenus locatifs qui continuaient d'augmenter avec les taux du marché. La propriété de Riverside reçoit plusieurs candidatures de locataires qualifiés, rapporta Janet lors de notre appel hebdomadaire. 3 candidats différents, tous offrant plus que le loyer annoncé. Nous pourrions probablement obtenir $2800 au lieu des $600 publicisés, peut-être même $2900 si nous sommes sélectifs. J'approuvai l'augmentation et passai à l'examen des rapports de dépenses pour les rénovations récentes d'un duplex en centre-ville. Les affaires prospéraient mieux que prospéraient. En réalité, le marché immobilier solide signifiait que mes propriétés prenaient de la valeur tout en générant des revenus locatifs stables que je réinvestissais dans des acquisitions supplémentaires. Mon téléphone vibra avec un message texte de Sarah. Merci encore pour le dîner hier soir. Maman a absolument adoré voir toute la famille réunie comme ça. Au fait, je suis super excité par le nouveau dosseret. Je pense déjà à refaire la salle de bain principale. Ensuite, tu sais comment sont les projets d'amélioration de la maison. Il y a toujours quelque chose d'autre à mettre à jour. Visage souriant avec Urieur. Je fixai le message pendant un long moment, traitant le ton décontracté et la mention d'un autre projet de rénovation coûteux. La mise à niveau de la salle de bain coûterait probablement 15 000 à 20 000 $ supplémentaires. De l'argent qu'elle n'avait pas et qui serait inévitablement financé par des cartes de crédit ou des prêts personnels qu'elle avait du mal à rembourser avec son salaire réduit. Ce soir-là, je pris une décision qui mûrissait dans mon esprit depuis des mois. J'appelai d'abord Janet, ma voix ferme et professionnelle. J'ai besoin que tu arrêtes de traiter le paiement mensuel de Sarah Matthews pour la propriété de Riverside avec effet immédiat. Le virement de $3200 par mois qui arrive automatiquement. Vous êtes sûr? Je peux configurer une autre méthode de paiement s'il y a un problème avec la configuration bancaire actuelle. Non, dis-je fermement, ma décision se cristallisant pendant que je parlais. Arrête d'accepter tout paiement de sa part entièrement. À partir du mois prochain. Janet était confuse mais maintint son professionnalisme. Compris complètement. Dois-je envoyer un avis formel concernant l'arrêt des paiements ou allez-vous gérer toutes les communications directement? Je gérerai toutes les notifications moi-même. Ensuite, j'appelai mon comptable pour discuter des implications fiscales de l'arrêt de l'arrangement. Les paiements mensuels à Sarah avaient été structurés comme des prêts familiaux plutôt que des revenus locatifs, ce qui simplifiait la documentation et les exigences de déclaration.
L'appel le plus difficile fut celui à Sarah elle-même. Emma, quoi de neuf, répondit-elle joyeusement. Sa voix lumineuse de la confiance de quelqu'un qui croyait que son soutien financier était garanti. Indéfiniment. Nous devons parler des paiements mensuels d'hypothèque. Dis-je sans préambule ni bavardage. Sa voix devint immédiatement prudente et incertaine. Qu'en est-il? Y a-t-il un problème avec le système de virement? Il s'arrête. Le mois prochain sera le dernier paiement. Le silence s'étira pendant près de 30 secondes. Brisé seulement par le bruit de la respiration de Sarah devenant plus rapide et superficielle. Que veux-tu dire par s'arrête? Emma? Je ne peux pas. Tu sais que je ne peux pas me permettre le paiement complet d'hypothèque toute seule. Mon salaire actuel n'est loin d'être suffisant pour le couvrir. Plus toutes les autres dépenses mensuelles. Je pensais que nous avions un accord. Un arrangement qui fonctionnait pour nous deux. Nous avions un arrangement pendant 24 mois. Mais je ne peux pas continuer à subventionner ton mode de vie indéfiniment. Mais je commence enfin à avancer financièrement, protesta-t-elle. Sa voix montant avec désespoir. La rénovation de la salle de bain ajoutera une valeur significative à la maison. C'est un investissement intelligent qui se paiera de lui-même. Et j'espère vraiment une promotion l'année prochaine qui pourrait ramener mon salaire à son niveau précédent, peut-être même plus haut. J'écoutais patiemment pendant qu'elle expliquait pourquoi ce moment précis n'était pas le bon timing. Comment elle avait juste besoin de quelques mois supplémentaires pour tout arranger correctement et stabiliser. Les mêmes explications et promesses que j'entendais depuis 24 mois consécutifs. Sarah. Je ne peux pas continuer à subventionner ton hypothèque pendant que tu me fais la leçon sur la responsabilité financière et l'importance de construire de l'équité. De quoi parles-tu? Je ne te fais jamais la leçon sur l'argent ou quoi que ce soit. Hier soir au dîner. Tu as passé plus d'1 heure à expliquer pourquoi je devrais acheter une propriété et construire de l'équité au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres en payant un loyer tous les mois. Un autre long silence pendant que les implications s'imprégnaient. C'est complètement différent. Pourtant. J'essayais juste d'être supportive et utile. Te donner des conseils amicaux basés sur ma propre expérience. Des conseils sur la propriété et la construction de richesses pendant que je paie ton hypothèque. Tous les mois. Sa voix devint plus petite et plus défensive. Tu sais. J'apprécie tout ce que tu as fait pour moi. Je ne peux tout simplement pas perdre cette maison. Emma. Cela me détruirait complètement sur le plan professionnel et personnel. Et si la famille découvrait que j'ai eu des difficultés financières? Que je ne pouvais pas vraiment me permettre cet endroit toute seule? Ce n'est plus mon problème à résoudre. La conversation se termina mal. Avec Sarah en larmes et faisant des promesses de plus en plus désespérées sur des calendriers de remboursement révisés et des délais plus réalistes pour l'indépendance financière. Je me sentis coupable de sa détresse, mais aussi soulagé que la comédie soit enfin terminée. La prétention avait duré bien trop longtemps. 3 jours plus tard, Sarah convoqua une réunion familiale d'urgence. J'ai besoin de dire quelque chose de vraiment important à tout le monde. Annonça-t-elle lorsque nous nous réunîmes chez maman et papa le jeudi soir. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré et elle semblait n'avoir pas beaucoup dormi ces derniers jours. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Demanda immédiatement maman. Ses instincts maternels activés par la détresse évidente de Sarah. Sarah prit une respiration tremblante et regarda autour de la pièce. J'ai eu de sérieuses difficultés financières. Plus importantes que je ne les laissais entendre à quiconque. La vérité est que je ne peux pas me permettre mes paiements d'hypothèque avec mon salaire actuel. Et j'ai reçu une aide financière pour garder la maison. Papa se pencha en avant sur sa chaise, son expression passant de l'inquiétude à la confusion. Quel genre d'aide? 2e hypothèque? Un prêt personnel de la banque?
Emma a payé toute mon hypothèque pendant les 2 dernières années. La pièce devint complètement silencieuse. Comme si tout l'air avait soudainement été aspiré de l'espace. Oncle Robert fut le premier à retrouver sa voix. Emma? Là. Je hochai calmement la tête, rencontrant son regard incrédule. Les paiements mensuels étaient de $3200. J'ai couvert tous ses coûts de logement depuis qu'elle a perdu son premier emploi après avoir acheté la maison. Mais tu ne possèdes même pas, commença papa. Puis s'arrêta en réalisant ce qu'il était sur le point de dire. De propriété, une carrière réussie, assez d'argent pour aider quelqu'un d'autre. Compléter-je les blancs avec lesquels il luttait. C'est exact. Maman semblait complètement déconcertée. Comme si les hypothèses fondamentales sur notre famille avaient soudainement été renversées. Comment peux-tu possiblement te permettre de payer l'hypothèque de Sarah? Ton emploi dans cette petite entreprise de conseil? Mon entreprise de conseil gère 12 millions de dollars d'actifs immobiliers résidentiels. Je possède personnellement 17 propriétés locatives dans toute la ville. Le paiement de l'hypothèque de Sarah représente environ 8% de mes revenus locatifs mensuels. La révélation frappa la pièce comme une explosion. Sarah pleurait silencieusement, embarrassée par l'exposition publique de sa dépendance financière. Le visage de papa avait traversé plusieurs changements de couleurs distincts pendant qu'il traitait. L'information qui contredisait complètement tout ce qu'il pensait savoir sur ma situation financière. 17 propriétés, répéta oncle Robert faiblement. Comme si dire les mots pouvait les rendre plus sensés. J'ai commencé avec un duplex il y a 5 ans. J'ai utilisé les revenus locatifs pour qualifier des prêts investisseurs pour des propriétés supplémentaires. Une stratégie de construction de richesse. Assez standard dans l'investissement immobilier. Janet avait préparé un résumé de portefeuille exactement pour ce genre de situation. Une seule page montrant les emplacements des propriétés, les dates d'acquisition, les valeurs marchandes actuelles et les revenus locatifs mensuels. Je le sortis de mon sac et le plaçai sur la table basse où tout le monde pouvait le voir. Papa prit le document avec des mains visiblement tremblantes. Cela dit que tes propriétés valent plus de 2 millions de dollars au total. Évaluation marchande actuelle. Je confirme, dis-je factuellement. Bien que les valeurs des propriétés aient augmenté assez constamment au cours des 18 derniers mois, donc ce chiffre est probablement conservateur. Sarah essuya ses yeux avec un mouchoir. Son embarras se mêlait maintenant à quelque chose qui ressemblait à du ressentiment. Je n'ai jamais voulu que cela dure aussi longtemps. Je continuais à penser que j'obtiendrais un meilleur emploi ou une promotion significative ou quelque chose qui me permettrait de rembourser Emma et de gérer les paiements d'hypothèque moi-même. Pourquoi ne nous as-tu pas dit qu'Emma t'aidait financièrement, demanda maman. Sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Parce que vous pensez tous qu'elle est l'échec de la famille, rétorqua Sarah. Son embarras se transformant soudain en colère défensive. Chaque dîner familial porte sur à quel point je suis réussi et comment Emma doit remettre sa vie en ordre et commencer à faire de meilleurs choix. Comment étais-je censé expliquer que cette sœur réussie avait besoin d'un soutien financier de la part de la sœur sans succès? La pièce redevint silencieuse pendant que tout le monde absorbait toutes les implications de ce qui avait été révélé. Alors, quand tu me donnais des conseils sur la construction d'équité et l'achat d'une propriété, dis-je à Sarah, laissant la phrase en suspens. Je sais exactement comment ça sonne, dit-elle misérablement. Je voulais juste maintenir l'image. Tu sais. J'ai travaillé si incroyablement dur pour acheter cette maison. Et quand je ne pouvais plus me le permettre, je ne pouvais pas supporter d'admettre l'échec devant tout le monde. Papa s'éclaircit la gorge maladroitement. Emma, je te dois de sérieuses excuses. Nous te les devons tous. Nous nous sommes complètement trompés sur ta situation pendant des années. Trompés sur beaucoup de choses.
Acquiesçai-je. Ma voix restant calme et mesurée. Mais pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Demanda maman. Sa confusion sincère. Parce que ce que vous pensiez de ma réussite n'avait pas d'importance. Je n'avais pas besoin de votre approbation ou reconnaissance pour bâtir une entreprise rentable. Mais j'en ai eu assez de financer le mode de vie de Sarah pendant qu'elle me faisait la leçon sur la responsabilité financière. Oncle Robert fixait toujours le document du portefeuille immobilier. Tu as porté tout ce succès financier en silence pendant des années pendant que nous faisions des hypothèses. Donnions des conseils non sollicités, te traitions comme la déception de la famille. Je haussai les épaules. L'investissement immobilier n'est pas particulièrement dramatique ou excitant. Tu achètes des propriétés, les entretiens correctement. Collecte les loyers et réinvestis les profits. C'est ennuyeux et stable. Ce qui ne fait pas une conversation de dîner excitante. Sarah leva les yeux de ses mouchoirs. Que se passe-t-il maintenant avec la maison? C'est ton problème à résoudre. Dis-je fermement. Tu as 30 jours pour trouver comment couvrir ton paiement d'hypothèque sans mon soutien financier. Je ne peux pas me le permettre avec mon salaire actuel. Tu sais que c'est impossible. Alors vends la maison. Réduis à quelque chose que tu peux vraiment te permettre avec ton revenu ou trouve un moyen d'augmenter tes gains, mais je ne subventionne plus ton mode de vie. La réunion familiale se termina avec beaucoup de silence inconfortable et des excuses à moitié sincères qui semblaient plus obligatoires que genuines. Papa promit d'être plus soutenant et moins jugeant à l'avenir. Tandis que maman insista qu'elle avait toujours cru en mon potentiel malgré toutes les preuves du contraire. Oncle Robert demanda des conseils d'investissement, ce qui semblait particulièrement ironique compte tenu de ses commentaires précédents sur mes perspectives financières. Au cours des semaines suivantes, Sarah explora ses options limitées avec un désespoir croissant. Elle mit la maison en vente et commença à regarder des condos et maisons de ville plus petits qui correspondraient à son budget réel. Les plans élaborés de rénovation de salles de bain furent discrètement abandonnés, ainsi que plusieurs autres projets d'amélioration qu'elle planifiait. L'ajustement le plus difficile pour elle sembla être d'accepter la réalité de vivre selon ses moyens réels. Pendant 2 années complètes. Mon soutien financier lui avait permis de maintenir un mode de vie qui dépassait largement son revenu. Sans ce filet de sécurité, elle fut forcée de faire de vrais choix sur les priorités de dépenses et les attentes de mode de vie. Au dîner familial suivant, toute la dynamique avait changé dramatiquement. Au lieu que Sarah exhibe des projets coûteux d'amélioration de la maison et dispense des conseils financiers, la conversation se concentra sur son processus de recherche de maison et ses plans pour réduire à une situation de vie plus gérable. Papa posa des questions réfléchies sur les opérations de mon entreprise immobilière, tandis que maman voulait comprendre comment j'avais réussi à bâtir un portefeuille aussi réussi. Aussi discrètement. Je n'arrive toujours pas à croire que tu n'aies jamais rien dit sur ton succès. Admit Sarah au dessert, sa voix portant un mélange d'admiration et de ressentiment. Toutes ces fois où nous avons fait des commentaires sur tes perspectives de carrière ou ton appartement. Je vis dans un appartement d'une chambre parce que je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace personnel, expliquai-je patiemment. Mon argent va vers l'acquisition d'actifs générateurs de revenus. Pas vers l'inflation du mode de vie ou l'impression des autres. Mais tu pourrais te permettre un endroit bien plus beau. Un condo de luxe ou une maison. Je pourrais me permettre beaucoup de choses. Cela ne signifie pas que je doive les acheter juste parce que je le peux. La conversation ce soir-là fut fondamentalement différente, plus honnête, moins performative. Avec une curiosité sincère remplaçant le schéma précédent de compétition subtile et de jugement. Sarah s'ajustait encore à sa nouvelle réalité financière.
Mais elle semblait quelque peu soulagée d'abandonner la prétention épuisante de succès sans effort. Un mois plus tard, elle trouva un acheteur qualifié pour sa maison et acheta un condo plus petit qui correspondait confortablement à son budget réel. L'équité de la vente remboursa ses dettes accumulées sur carte de crédit et fournit un modeste fonds d'urgence pour les dépenses imprévues futures. C'est en fait vraiment bien, me dit-elle lorsque je l'aidai à emménager dans le nouvel endroit. Plus petit, évidemment. Mais je n'ai plus à m'inquiéter constamment de pouvoir me permettre les paiements mensuels et plus de prétendre être quelque chose que je ne suis pas financièrement. La dynamique familiale continua d'évoluer graduellement. Papa commença à demander mon avis sur les questions financières et les stratégies d'investissement, tandis que maman semblait sincèrement intéressée à comprendre comment j'avais bâti mon entreprise aussi réussie. Oncle Robert, peut-être le plus transformé par la révélation, était devenu presque déférent dans ses interactions avec moi. Mais le plus grand changement fut dans ma relation avec Sarah. Sans la dépendance financière et le besoin constant de maintenir de fausses apparences, nous pouvions enfin être complètement honnêtes l'une avec l'autre sur nos situations respectives. Elle travaillait diligemment à reconstruire sa stabilité et son indépendance financière tandis que j'apprenais à être plus ouverte sur mes succès et mes objectifs à long terme. Les dîners du dimanche devinrent des conversations plus équilibrées avec tout le monde contribuant de ses perspectives plutôt qu'une personne dominant avec des histoires d'accomplissement soigneusement sélectionnées. Sarah parlait ouvertement de sa recherche d'emploi pour un poste mieux rémunéré tandis que je partageais des mises à jour sur les acquisitions de propriétés et les tendances du marché. Je me sens encore absolument terrible pour toutes ces années où j'ai pris ton argent tout temps, critiquant simultanément tes choix de vie, dit Sarah lors d'une de nos conversations privées plusieurs mois plus tard. Cela m'a appris quelque chose de précieux, répondis-je pensivement. Le soutien familial ne devrait pas venir avec des conditions ou des attentes. Mais il ne devrait pas non plus permettre aux gens d'éviter d'affronter la réalité indéfiniment. En regardant en arrière, les 2 années de soutien financier secret avaient été à la fois gérables d'un point de vue commercial et émotionnellement épuisantes sur un plan personnel. J'avais acquis des insights importants sur la différence entre aider quelqu'un à travers une crise temporaire réelle et subventionner ses choix de mode de vie permanent qui dépassaient ses moyens réels. La vente de la maison de Sarah se conclut un mardi après-midi en novembre. Ce soir-là, elle m'envoya un message texte, premier paiement d'hypothèque sur le condo. Payé entièrement depuis mon propre compte. Ça fait absolument incroyable. Merci pour tout ce que tu as fait et pour avoir enfin dit non quand tu en avais besoin. Le message semblait être une clôture sur un chapitre qui avait défini notre relation pendant bien trop longtemps. Sarah apprenait à vivre authentiquement selon ses moyens tandis que j'apprenais à établir des limites appropriées qui protégeaient à la fois mes ressources financières et mon bien-être émotionnel. La famille s'était ajustée à une compréhension complètement nouvelle des circonstances et capacités réelles de chacun. Plus d'hypothèses sur le succès ou l'échec basées uniquement sur les apparences extérieures ou les choix de mode de vie. Plus de leçons sur la responsabilité financière de la part de quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre son propre mode de vie soi-disant réussi. Le plus important. Plus de virements mensuels pour maintenir l'illusion soigneusement construite de prospérité de quelqu'un d'autre tout en étant traité comme la déception de la famille qui ne pouvait pas remettre sa vie en ordre. Cela semblait définitivement valoir la peine d'être célébré. Deuxième partie. J'aurais dû le voir venir. Ma sœur Ashley avait ce ton spécifique dans sa voix. Celui qu'elle utilisait depuis que nous étions enfants quand elle voulait quelque chose. Pas vraiment une demande. Plutôt comme l'annonce d'une décision déjà prise et le défi de s'y opposer. J'en ai juste besoin pour le week-end, dit-elle en prenant mes clés de voiture sur le comptoir de la cuisine chez maman. Tu ne l'utilises jamais de toute façon. Maman leva les yeux de son mot croisé et hocha la tête. Tu conduis cette vieille Honda la plupart du temps. Laisse Ashley prendre la belle.
La belle était une Tesla Model S noire. Élégante, d'apparence coûteuse, le genre de voiture qui attire les regards. Je l'avais conduite chez maman ce matin pour notre brunch dominical habituel. Et maintenant, les doigts manucurés d'Ashley se refermaient déjà sur le porte-clés. Bien sûr. Pas de problème. Dis-je en prenant une autre gorgée de café. Le sourire d'Ashley s'élargit. Merci. Petite sœur. J'ai ce week-end à la plage avec Marcus et sa voiture est au garage. Je ne peux pas. Arriver au complexe dans ma Civic, n'est-ce pas? Le complexe? Répéta maman avec approbation. Lequel? Le Grand Pélican à Miramar Beach. 4 étoiles. Vue sur l'océan. Tout ce qu'il faut. Ashley se dirigeait déjà vers la porte. Marcus me traite bien. Contrairement à certaines personnes qui conduisent des Honda cabossés à 32 ans. J'avais arrêté de me défendre des années auparavant. Lors des rassemblements familiaux, j'étais toujours la pratique. Celle qui portait des chaussures raisonnables. Conduisait une voiture pratique et travaillait dans un emploi que personne ne comprenait vraiment. Quand les gens demandaient ce que je faisais, maman agitait vaguement la main et disait « Quelque chose avec les ordinateurs et le transport. » Amuse-toi. Dis-je à Ashley. Elle s'arrêta à la porte, faisant tinter le porte-clés. Oh, je vais. Essaie de ne pas être jalouse. Après son départ, maman retourna à ses mots croisés. Tu es une bonne sœur de la laisser l'emprunter. Tu sais comme elle travaille dur au salon. Je ne mentionnais pas qu'Ashley m'avait appelé 4 fois le mois dernier pour emprunter de l'argent. Je l'avais envoyé comme toujours. Tout comme j'avais discrètement payé la moitié de l'hypothèque de maman pendant 3 ans après la mort de papa. La laissant penser que son assurance vie était plus généreuse qu'elle ne l'était en réalité. La chose avec le fait d'être sous-estimée est qu'elle devient une sorte d'invisibilité. Confortable à sa manière. Personne ne pose trop de questions. Personne n'attend trop. Tu existes en arrière-plan des photos de famille. La fiable qui se présente, hoche la tête et fait tourner les choses sans accroc. Mon téléphone vibra avec un message d'Ashley. Merci encore. Tu es la meilleure. Suivi de 2 cœurs. Je renvoyai un simple pouce levé. Maman posa ses mots croisés. Tu devrais venir à la maison du lac le mois prochain. Toute la famille y sera pour le 4 juillet. Ashley amène Marcus. Ta cousine Jen amène son nouveau petit ami. Ça va être amusant. J'essaierai. Dis-je. Ce qui était le code pour probablement pas. Tu dis toujours ça. Emma. Tu travailles trop. Quoi que tu fasses avec les ordinateurs et les camions de livraison. Ça peut attendre un week-end. Camion de livraison. C'est ce qu'elle pensait que je faisais. Coordonner des livraisons, peut-être planifier des itinéraires. Quelque chose d'adjacent au travail manuel qui expliquait la Honda pratique. La garde-robe simple et le manque général d'éclat dans ma vie. Je vérifierai mon emploi du temps. Dis-je. Amène quelqu'un, suggéra maman. Pas pour la première fois. Ce serait bien si tu avais un accompagnateur pour une fois. Ashley à Marcus. La cousine Jen à son nouveau petit ami. Oncle Robert amènera tante Linda. Tout le monde est en couple. Visiblement réussi de manière que les rassemblements familiaux peuvent mesurer et approuver. Et puis il y avait moi, 32 ans, célibataire, conduisant une Honda Civic. Faisant quelque chose de vague avec les ordinateurs. Je verrai ce que je peux faire, dis-je en rassemblant mes affaires pour partir. Maman m'étreignit à la porte. Tu es une bonne fille, Emma. Je m'inquiète pour toi parfois. Mais tu es stable. Ça compte pour quelque chose. Stable. Fiable.
Pratique. Les mots qui m'avaient suivi toute ma vie d'adulte. Je rentrais chez moi dans ma Honda Civic. Celle avec 140 000 miles et une portière passager légèrement branlante. Elle roulait parfaitement, consommait peu d'essence et personne ne la regardait deux fois. Ce qui était exactement le but. Le lundi matin, j'étais à mon bureau quand mon téléphone vibra. Derek du gestion de flotte. Mademoiselle Anderson, c'est Derek de la gestion de flotte. Je posais mon café. Qu'y a-t-il? Derek? Le véhicule 47 vient de franchir les limites de l'État. Il est actuellement en Alabama. Direction de la Floride. Le suivi GPS montre qu'il a quitté le rayon autorisé hier après-midi vers 14 heures. J'ouvris le système de surveillance de flotte sur mon écran. Là, le trajet de la Tesla noire était mis en évidence en rouge. Mouvement non autorisé. Violation de limite d'État. Aucune autorisation de voyage préapprouvée déposée. Le système était automatique. Chaque véhicule de notre flotte d'entreprise avait un suivi GPS. Des alertes de géofence et une surveillance de conformité. Ce n'était pas une question de confiance. C'était une question de responsabilité, d'exigence d'assurance. De réglementation fédérale DOT pour les opérations de véhicules commerciaux. Quand on gère une flotte de 73 véhicules sur 5 États, on ne prend pas de raccourci sur la documentation. Voulez-vous que j'envoie la notification du protocole standard? Demanda Derek. Je regardais le petit point sur mon écran se déplaçant vers le sud sur l'IE 65. Ashley et Marcus chantaient probablement en écoutant la radio. Postant des stories Instagram depuis la route. Sans aucun souci au monde. Véhicule 47. Je l'avais ajouté à la flotte il y a 8 mois lorsque nous nous sommes étendus dans la division du transport premium. Navettes exécutives, événements d'entreprise, services clients haut de gamme. La Tesla devait signaler qu'Anderson Logistic Corporation montait en gamme. En concurrence avec les acteurs établis. Au lieu de cela, elle transportait actuellement ma sœur vers un complexe de plage. En voilà. Dis-je. Derek hésita. Vous êtes sûr? Je sais que c'est une situation familiale. C'est exactement pour ça que ça doit passer par les canaux appropriés. Envoie la notification. Oui. Madame. La notification arrive à 3 endroits simultanément, le téléphone du conducteur. Le contact enregistré est notre équipe de conformité juridique. Elle est automatique. Déclenchée par le système GPS au moment où les paramètres non autorisés sont violés. On ne peut tout simplement pas prendre une voiture d'entreprise à travers les limites d'État sans autorisation. La couverture d'assurance change aux frontières d'État. La responsabilité change, les réglementations fédérales de transport entrent en jeu. J'avais expliqué tout cela à mon équipe juridique lorsque nous avions mis en place le système. Sarah, notre responsable de la conformité, avait insisté sur 0 exception. Même pour vous, avais-je demandé. Surtout pour vous, avait-elle répondu. Vous êtes la PDG. Vous vous faites prendre à jouer aux favoris avec les actifs de l'entreprise. Et c'est votre tête qui tombe quand les régulateurs viennent. Donc le système était automatisé, impartial, sans exception pour quiconque? Y compris les membres de la famille qui empruntaient des voitures sans comprendre ce qu'ils empruntaient. Mon téléphone sonna à nouveau 10 minutes plus tard. Emma. C'est quoi ce message que je reçois? Je l'ai mis sur haut-parleur. Quel message? Quelque chose à propos d'utilisation non autorisée du véhicule. De suivi GPS et de retour immédiat exigé. Et attends. Pourquoi ton nom est là-dessus? Ça dit véhicule enregistré auprès d'Anderson Logistic Corporation. Titulaire principal du compte, Emma Anderson. Ah. Ça? Dis-je calmement.
Oui. C'est une voiture d'entreprise. Silence à l'autre bout. J'entendais le bruit de l'autoroute en arrière-plan. Le bourdonnement du moteur électrique de la Tesla. Alors une voiture d'entreprise. MHM. Ta voiture d'entreprise. Techniquement, elle est enregistrée auprès de la société, mais oui. Je suis la titulaire principale du compte pour tous les véhicules de la flotte. Plus de silence. Puis la voix de Marcus en arrière-plan. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui est-ce? C'est Emma. Dit Ashley. Sa voix tendue. Apparemment. Ce n'est pas sa voiture personnelle. Quelle société? La voix d'Ashley était montée d'une octave. Tu travailles en informatique ou quelque chose? Logistique. En fait, je suis la PDG d'Anderson Logistics Corporation. Nous gérons le transport et la gestion de flotte. Pour la région du Sud-Est. 73 véhicules actuellement actifs sur 5 États avec une douzaine supplémentaires qui seront ajoutés le trimestre prochain pour l'expansion sur la côte du Golfe. Silence complet au téléphone. Ashley. Tu es toujours là? Tu es quoi? Qui? Ça fait 6 ans. J'ai commencé l'entreprise quand j'avais 26 ans avec un prêt pour petite entreprise et 3 camionnettes d'occasion. Nous avons un peu grandi depuis. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout de la ligne. Rapide et superficielle. Le système de gestion de flotte signale automatiquement tout véhicule qui franchit les limites d'état sans autorisation appropriée, continuez-je, gardant une voix professionnelle. C'est la conformité aux réglementations fédérales. Exigence DOT pour les opérations de véhicules commerciaux. Tu comprends. Emma. Je suis en week-end à la plage avec mon petit ami. Je comprends ça. Malheureusement. Tu le fais dans un véhicule.